raison de l'augmentation des coûts du projet du REM à Montréal versus le projet initial de Québec. Ensuite, la flexibilité de la Ville dans les négociations sur des changements potentiels au projet et finalement, faire le point sur toute la question du raccordement. Avec le troisième lien. Encore une fois, l'attitude du gouvernement du Québec face au projet du réseau structurant de transport en commun de Québec en est une de 2 poids, 2 mesures par rapport au traitement accordé au REM à Montréal. Les faits parlent d'eux-mêmes et il faut le rappeler. La comparaison du traitement accordé au projet du REM et du RSTC est toujours très étonnante. Jusqu'ici, la hausse de facture du REM par rapport à l'annonce initiale est de 2 milliards, soit 5,5 milliards en avril 2016 à 7,5 milliards aujourd'hui, incluant les dernières contributions attendues pour le lien avec l'aéroport de Montréal. Il s'agit d'une hausse de 36 % qui n'a pas été résorbée et elle a plutôt été soutenue principalement par le gouvernement du Québec à 90 %. De plus, Montréal aura droit à son réseau métropolitain de voies réservées, c'est-à-dire un investissement de 100 millions supplémentaires. À l'opposé, pour le projet du RSTC de Québec, à la suite de la progression de la conception, le projet a vu ses coûts révisés de 700 millions en juin dernier, soit 21 %. Ceux-ci ont été résorbés grâce à des choix d'optimisation minimisant l'impact sur l'achalandage. Et donc, il est surprenant aujourd'hui qu'on reproche à la Ville de Québec d'avoir révisé ce projet. Les coûts additionnels sont bien documentés. Les coûts additionnels du REM sont bien documentés dans les documents qui vous sont remis. Vous avez toutes les dates des décrets gouvernementaux. Essentiellement, dans le projet du REM, la hausse directe de charges pour le gouvernement du Québec est à 1,126 milliard, soit de 1,250 milliard à 2,376 milliard, c'est-à-dire une contribution additionnelle de 90 %, c'est-à-dire près du double. La facture fédérale a augmenté, elle, de 133 millions et le gouvernement actuel a ajouté lui-même 360 millions au coût additionnel du REM depuis son arrivée. Au départ, la position des gouvernements dans le REM devait être minoritaire et celle de la Caisse de dépôt majoritaire. Aujourd'hui, la situation s'est renversée et les gouvernements sont majoritaires dans le financement du projet du REM. La part des gouvernements est passée de 45 à 53 % et la part de la Caisse dans le financement du projet est passée de 55 à 43 %. Le 7 % restant vient de la décision du gouvernement du Québec qui permet à la Caisse de ramasser un demi-milliard de dollars en compensation liée à la plus-value foncière. Alors, si on regarde les tableaux qu'on vous a transmis, vous avez en haut les 2 projets initiaux annoncés par l'autre gouvernement, c'est-à-dire Québec, 3,3 milliards, ajustement au projet de 700 000, un projet ajusté à 4 millions et on a optimisé de 700 000 pour ramener la facture au chiffre initial à 3,3 milliards. Pardon? 700 millions, excusez-moi. Au REM, le projet initial était de 5,5 milliards. Il y a eu 1 milliard d'ajustements au projet pour 18 % et 900 millions de travaux assumés par le gouvernement du Québec, fait moins connu. On continue. Si le budget du projet de Québec était ajusté comme celui du REM l'a été, l'enveloppe totale de notre projet se chiffrait à 4,5 milliards. On continue. Alors, vous avez ici le tableau. Ce que vous constatez, c'est que le gouvernement du Québec a connu une augmentation de variation de 63 % et si vous ajoutez la contribution d'Hydro-Québec qui est rendue à 338 millions, vous avez 90 % de l'augmentation du coût du projet assumé par le gouvernement du Québec, 133 millions du côté du gouvernement du Canada, donc 11 %, ce qui veut dire que les 2 gouvernements assument maintenant 50 % du projet contre 45 % pour la Caisse de dépôt.
C'est beau. Et donc, dans le projet du REM, la hausse directe de charges pour le gouvernement du Québec est de 1,126 milliard, soit de 1,250 milliard à 2,376 milliard. Et le gouvernement actuel a ajouté lui-même 364 millions à cette hausse. Et comme je l'ai dit tantôt, le fédéral, 133 millions. Et les gouvernements sont passés d'une part de 45 à 50 % dans le projet. On continue. Alors ça, c'est pour les statistiques. Et vous avez entre vos mains la date et les numéros de décret qui font qu'on a voté des augmentations de coûts dans le projet du REM. Maintenant, la souplesse dans les négociations. À la demande du ministre des Transports, François Bonnardel, et surtout à sa demande de confidentialité, j'ai rencontré 5 fois le ministre d'octobre à maintenant pour tenter de travailler une solution acceptable et logique concernant le projet. Alors, ces rencontres ont eu lieu entre le 22 octobre 2020 et le 11 février dernier. Parallèlement, des rencontres pour faire suite à 2 propositions concrètes mises sur la table ont lieu entre le MTQ, la Ville et le bureau de projet. Ceci dit, à partir du moment, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, je me permettrai de lever un peu le couvert sur la confidentialité pour qu'on puisse faire cette mise au point. De octobre à aujourd'hui, il y a eu 2 propositions de changement sur la table. Une de la Ville de Québec qui proposait d'ajouter une ligne de tramway entre le pôle Saint-Roch et d'Estimauville. Alors, ça a été proposé par moi-même au ministre et il y a eu une rencontre avec le ministère des Transports sur ce sujet. Il était possible de le faire. Nous avions même un agenda qui nous permettait de commencer les travaux préparatoires d'ici juin 2022 et le chantier dans son ensemble en 2023 et 2024. Et légalement, avec un décret du gouvernement, il était possible de démarrer l'appel de proposition et d'ajouter en addenda l'hypothèse du pôle Saint-Roch à d'Estimauville. 2 hypothèses de parcours étaient sur la table. Une première hypothèse, peut-être changé. Une première hypothèse qui avait été, ça c'était l'hypothèse que nous avons proposée, qui passait par la Canardière, et on le fait parce qu'une autre hypothèse, c'est la prochaine, qui était proposée à l'époque par le gouvernement, c'est-à-dire de passer par des Capucins et boulevard Charest, et Daniel vous expliquera tantôt que cette hypothèse-là donnait beaucoup trop de lourdeur au trafic à l'ouest de la couronne sur Charest. Il nous semblait que c'était trop embarrassant pour le trafic sur Charest, bien que la charge, on pouvait aller chercher plus de monde de ce côté-là. Il nous semblait difficile, d'autant plus, d'entreprendre le tunnel de cette façon-là. Et donc, on a proposé un tracé qui passait à travers, essentiellement sur la Canardière et qui nous permettait d'entrer facilement dans le tunnel. Il y avait 2 hypothèses financières. C'est-à-dire que le gouvernement ajoute 450 millions au budget, c'est-à-dire 13 % de plus. Lors de la rencontre avec le ministère, on évaluait le tout à 500 millions, mais on a ajusté les coûts, on a raffiné les coûts pour comprendre que cette hypothèse-là coûterait 450 millions de dollars au budget. Alors, le gouvernement pouvait ajouter 450 millions de dollars au budget, ce qui égalait à une augmentation du budget de 13 %, ce que nous trouvions très légitime, étant donné l'augmentation des coûts puis les contributions aux augmentations de coûts du REM. L'autre proposition était d'arrêter le tracé à la 41e rue, c'est-à-dire une économie de 220 millions. Et donc, le gouvernement pouvait décider que le coût du tracé pôle Saint-Roch à d'Estimauville, qui était de 450, pouvait être diminué de cette somme-là, 220.
Et donc, ça donnait un coût net de 230 millions pour ajouter cette hypothèse-là, et ça équivalait à 7 % d'augmentation sur le budget. Et il y a eu une rencontre entre la Ville et le MTQ le 3 novembre sur cette proposition-là. Éventuellement, elle a été analysée et refusée par le gouvernement. Par la suite, le gouvernement lui-même nous a proposé d'arrêter le tracé à la 41e rue, donc avec une économie de 220 millions. Et ce 220 millions-là serait réalloué soit à la couronne périphérique ou à un réseau, une desserte vers le nord améliorée. Nous avons accepté cette proposition. Et donc, on s'alignait sur un décret gouvernemental pour la fin janvier, et même qu'à la mi-décembre, le 15, si je ne me trompe pas, d'Anse, il y a eu une réunion au ministère des Transports avec le bureau et la Ville, avec même, on a un agenda ici disponible, un agenda qui a été soumis par le MTQ lui-même. Et donc, on part pour les fêtes le cœur léger, en se disant qu'on a une entente et qu'on aura un décret gouvernemental à la fin janvier et que nous pourrons aller en appel de proposition et conserver les consortiums qui sont là. On écrit aussi au ministère pour leur dire que nous étions tout à fait disponibles pour retravailler la couronne périphérique et améliorer la desserte de voies dédiées ou réservées vers le nord avec l'allocation du 220 millions disponible. Entre le 21 janvier et le 11 février, j'ai rencontré de nouveau le ministre, je pense 3 fois. Nous avons discuté successivement du contenu du décret. Par la suite, on m'a appris que l'entente ne fonctionnait plus. À la rencontre du 11 février dernier, le ministre des Transports m'a soumis verbalement 4 hypothèses en me montrant des cartes, dont une qui était plus probable. On ne m'a laissé aucun document, absolument aucun document. Essentiellement, le souvenir que j'ai de cette rencontre, c'est que Legendre n'existait plus. Le tracé démarrait quelque part à Sainte-Foy. Le tramway ne passait plus dans Limoilou et ne passait plus dans Charlesbourg. Et on ajoutait une voie entre le pôle Saint-Roch vers l'Estimouville. Et on ajoutait des voies réservées ou dédiées. Et on me dit qu'il était même possible qu'on ajoute au budget de 3,3 milliards. Bon, inutile de vous dire qu'il n'était pas question d'accepter cette proposition sur la gueule, hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne pouvais pas aller plus loin avec cette proposition sans avoir entre les mains des documents. Il était impossible d'accepter ça sur le champ. Ma considération, et je l'ai vérifié avec nos spécialistes, c'est que cette proposition nous amenait vers un retard de 2 ans sur le projet, parce qu'on charcutait le projet à peu près de la moitié du tramway, du tracé actuel, et que nous perdions les consortiums visiblement. Ceci dit, il s'agissait de la deuxième proposition concrète depuis le tout début du projet. Et le 12 février, le premier ministre déclare que je refuse, ça c'est 24 heures après, le premier ministre déclare que je refuse tout compromis et que le gouvernement du Québec dessinera son propre projet. Quant à la connexion avec le troisième lien, concrètement, nous n'avons eu aucune discussion sur le fond, tant le bureau de projet que nous à la Ville et moi personnellement, sur la connexion avec le troisième lien depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Je ne sais pas, nous ne savons pas où en est rendu le projet du troisième lien. Je vous rappelle qu'en janvier 2020, le ministre, avec son équipe, m'a présenté le projet sur une carte et que la Ville a publiquement accueilli favorablement le projet. Mais
nous n'avons pas eu de discussion sérieuse là-dessus depuis 8 mois. Les discussions qui ont eu lieu jusqu'à date étaient toujours d'une connexion à la Haute-Ville et une connexion avec le pôle Saint-Roch. Et quant aux voies routières, on parlait d'une connexion sur Laurentier. Alors, on n'en sait pas plus. Et Dan va pouvoir vous résumer, et je le laisse faire, l'essentiel des discussions qui ont eu lieu entre le bureau, la Ville et le ministère à ce sujet. Dan. Merci, Monsieur le maire. Quelques minutes pour faire le point sur la suite des événements dans le dossier spécifique de l'interaction avec le projet du tunnel Québec-Lévis. Donc, Monsieur le maire le mentionnait très bien. À la fin janvier 2020, le nouveau tracé centre-ville à centre-ville a été annoncé par le gouvernement du Québec. Et à cette occasion, très rapidement par la suite, le 4 février, il y a eu une rencontre de démarrage entre la Ville, le bureau de projet et le MTQ pour faire le point sur comment bien travailler ensemble et collaborer pour la suite des choses. Dès la semaine suivante, et plus précisément le 12 février, nous sommes rencontrés. À cette occasion, la Ville a confirmé au MTQ tous les points possibles d'interconnexion entre la ligne de tramway et le tunnel Québec-Lévis. Et plus précisément, on a mentionné le pôle d'échange Saint-Roch, les stations Jean-Paul Lallier, Diouville et Centre de Congrès, qui éventuellement a été remplacés par la station Colline parlementaire. À la même occasion, lors de cette rencontre-là, nous avons aussi fait le point avec le bureau de projet du tunnel Québec-Lévis et les instances du MTQ qu'il y avait un décalage minimum de 24 mois entre les activités de planification, de conception et d'approvisionnement des deux projets. Par la suite, si on voit la prochaine diapo, juste pour faire le point, on voit très bien ici en jaune, c'est le tracé du tramway. On vous identifie clairement quelles sont les stations importantes d'interface, d'arrimage. Donc, le pôle Saint-Roch, Jean-Paul Lallier, Diouville et Colline parlementaire. Et vous voyez en pointillé blanc ce qui était à ce moment-là le tracé envisagé pour le tunnel Québec-Lévis. C'est sûr qu'en cours de route, par la suite, il y a eu une évolution au niveau de ce tracé-là. Et notamment, la Ville de Québec a fait le point que l'interface entre le tunnel Québec-Lévis et la ligne de tramway serait préférable au niveau de la station de la colline parlementaire par opposition à la station Diouville. Prochaine. Par la suite, entre essentiellement le début mars et le mois de juin, il y a eu une série de rencontres avec le MTQ où la Ville a présenté des informations relatives à la conception du projet. Donc, on a partagé notre travail. On a fait le point sur l'aménagement du territoire, notamment toute la notion du boulevard, de l'autoroute Laurentienne, transformation en boulevard, et aussi les sorties possibles dans le quartier Saint-Roch. Et on a aussi parlé de circulation. Durant cette période-là aussi, le MTQ a partagé avec le bureau de projet ces données d'achalandage préliminaires en termes de transport en commun en provenance du tunnel Québec-Lévis qui aurait à interfacer avec la ligne de tramway. Et on nous a aussi présenté quelques scénarios potentiels de tracé du tunnel Québec-Lévis. Donc, il y a eu une série de discussions entre le mois de mars et la mi-juin. La dernière rencontre sur le fond de la chose entre les deux bureaux de projet s'est passée le 15 juin dernier. Monsieur le maire faisait allusion à 8 mois, effectivement. Et par la suite, le bureau de projet du réseau structurant de transport en commun a été en attente d'informations de la part du bureau de projet du tunnel Québec-Lévis pour la poursuite des activités. Vous rappellerez qu'au courant de l'été 2020, il y a eu les audiences publiques partie 1 du BAP au début du mois de juillet. Et à cette occasion, la commission du BAP avait exprimé un désir d'avoir une étude d'achalandage actualisée, ce qui a été déposé à la fin du mois d'août. Et par la même occasion, le bureau de projet du RSTC a profité pour intégrer les données préliminaires d'achalandage du tunnel Québec-Lévis à son étude actualisée. Et à ce moment-là, on a clairement démontré au BAP et aussi au MTQ
qu'on pouvait facilement accepter la charge anticipée en matière de transport en commun qui proviendrait du tunnel Québec-Lévis. Et à la prochaine diapo, ce que vous voyez, c'est un profil de charge bien simple en direction ouest. Donc, on commence à charger essentiellement à Charlesbourg en s'en allant vers le terminus Legendre. Et on voit très, très bien. Vous voyez, la ligne verte, c'est la notion de capacité maximum de la ligne de tramway. Et en bleu, vous avez les lignes de charge, donc les gens qui embarquent essentiellement dans le tramway. Donc, vous voyez très, très bien qu'en matière de localisation et la Haute-Ville, il y avait une capacité d'accueil tout à fait disponible. Cette diapo-là a été présentée le 28 août dernier dans le contexte d'une conférence de presse et l'étude d'achalandage actualisée a été transmise à la fois au BAP et au MTQ le lundi suivant, le 31 août. Dernière diapo. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a eu aucune autre interface, échange sur le fond de la chose avec le bureau de projet du tunnel Québec-Lévis ou le MDQ. Et je vous rappellerai que nous avons une structure de gouvernance dans le projet qui nous permet de rencontrer le MTQ et la Société québécoise des infrastructures à tous les 2 semaines pour discuter d'interface entre notre projet et leur projet. Donc, les opportunités étaient là pour maintenir le dialogue à l'égard du tunnel Québec-Lévis. Monsieur le maire. Donc, en conclusion, nous ne refusons pas de collaborer pour connecter le réseau de transport au 3e lien. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans le projet du 3e lien. Nous n'avons pas d'informations sur les suites qui ont été données au projet et nous n'avons reçu aucune proposition formelle de connexion. Nous avons collaboré et accepté la proposition du gouvernement de cesser le tracé à la 41e rue et nous sommes rendus disponibles par écrit pour retravailler le tracé des voies réservées. Quant aux investissements dans le RSTC, Québec est traité comme un village, comme une bourgade vis-à-vis Montréal, c'est évident. Montréal peut voir son projet dépasser de 2 milliards des coûts prévus. Québec doit rester coincé à l'intérieur de son budget et on l'a même blâmé pour avoir optimisé le projet justement pour demeurer à l'intérieur de son budget. Et donc, ce qui est permis à Montréal ne l'est pas à Québec. Il s'agit d'iniquité totale et d'une injustice flagrante. La situation est tout à fait inacceptable pour la capitale nationale qui ne veut pas être traitée de cette façon. Ce que nous demandons, pour s'assurer de ne pas retarder de 2 ans le projet, pour s'assurer de ne pas perdre les consortiums sélectionnés, nous demandons au gouvernement de reconsidérer rapidement les 2 propositions concrètes mises sur la table, c'est-à-dire la nôtre et la leur. Le gouvernement m'a indiqué qu'il souhaitait aller à Destimoville. Alors, ils ont le choix, ils peuvent le faire en conservant l'intégralité du projet actuel, et donc pour un coût de 450 millions, ou en cessant le tracé à la 41e rue, ce qui leur donnerait une facture de 330 millions. Ou nous devrions sincèrement revenir sur la proposition qu'ils nous ont faite et que nous avons acceptée, et c'est la leur, le tracé, de cesser le tracé à la 41e rue et de réallouer l'économie de 220 millions dans le projet. Je rappelle que prolonger le tramway jusqu'à Destimoville, ce n'est pas dans les banlieues. C'est dans ce qu'on appelle l'ex-Québec. Je pense que cette proposition-là était la bonne. Nous l'avons acceptée. Pour des raisons que j'ignore, ça a été refusé au début de l'année, au début février, si je peux bien le comprendre, ou à la fin janvier. Ceci dit, nous avions un accord et nous nous enlignons vers un décret gouvernemental dans les 2 dernières semaines de janvier. Voilà. Merci beaucoup, M. le maire. Merci aux intervenants. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Je vais demander aux journalistes aujourd'hui d'être collaborateurs. Vous êtes plus de 15 sur la ligne, donc question principale et sous-question, il y aura 2 tours. Nous débutons avec Jean-Luc Lavallée du Journal de Québec.
Oui, bonjour, M. le maire. J'aimerais vous entendre sur les déclarations de M. Legault la semaine dernière. Il a semblé entrouvrir la porte pour la première fois à une hausse du budget. Je présume que vous l'avez entendu vous aussi. Comment vous réagissez à ça? Ben, lorsqu'on m'a présenté l'hypothèse, ce que je me souviens, parce que j'ai aucun document, puis ça s'est passé assez rapidement, François Bonnardel, quand il m'a proposé, premièrement, de couper la moitié du tracé, c'est-à-dire d'éliminer la jambe, de démarrer quelque part à Sainte-Foy avant P12, ou au pôle d'échange Laurier. Quand il m'a dit qu'ils envisageaient de ne plus passer dans Limoilou, de ne plus aller à Charlebourg, et il m'a dit qu'ils envisageaient peut-être, effectivement, d'augmenter le budget pour payer Destimoville, c'est une chose, et construire de nouvelles voies dédiées pour aller vers le nord. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus, ça m'a été mentionné. Je veux vous entendre sur la confidentialité de vos échanges parce que M. Bonnardel répète depuis des semaines qu'il ne veut pas négocier sur la place publique. Vous, aujourd'hui, c'est un peu ce que vous faites avec moult détails. Si vous le faites stratégiquement, est-ce que c'est justement parce que vous êtes dans un cul-de-sac que vous voulez mettre de la pression sur le gouvernement? Quel est l'objectif aujourd'hui de votre sortie finalement? C'était pour établir les faits parce que la semaine dernière, on a dit que la Ville ne voulait pas faire ce qu'il faut pour connecter sur le troisième lien et n'était pas flexible quant au changement au projet. Alors, c'est pour ça qu'on fait le point aujourd'hui et on vous dit exactement ce qui s'est passé. Et je me suis permis, j'ai pas tout dit quand même, là, mais pour pouvoir se défendre contre ces propos-là, j'avais à expliquer ce qu'il en était. Et nécessairement, je devais parler des rencontres que j'ai eues avec M. Bonnardel, qui est, selon moi, de bonne foi, mais il n'est pas tout seul au gouvernement. Ceci dit, ces rencontres-là ont quand même produit quelque chose, c'est-à-dire une entente avec le gouvernement. Mais on a appris dernièrement que cette entente-là n'existait plus. Merci. On poursuit avec Jean-François Néron du Soleil. Je vous rappelle que vous pouvez allumer vos caméras lorsque vous prenez la parole. Merci. Oui, je suis là. Merci. Bonjour, M. Labaume. J'aimerais que vous reveniez. Je veux voir plus clair dans la dernière rencontre que vous avez eue, la dernière proposition qui vous a été faite, où vous dites qu'on ne vous a pas laissé de documents, où on partait à quelque part dans Sainte-Foy, qu'on coupait Limoilou, qu'on coupait Charlebourg. Et on voulait passer par où? Qu'est-ce qu'on vous disait? Où vous voulez passer le gouvernement? Bien, je répète, là, le genre n'existait plus. Le tracé démarrait quelque part à Sainte-Foy. Il se rendait au pôle Saint-Roch et s'en allait directement à Destimoville. Donc, le tramway ne passait plus dans Limoilou, il n'allait plus à Charlebourg. Il n'allait plus à Cap-Rouge. Il n'allait plus à Cap-Rouge. Il ne passait plus dans Sainte-Foy comme c'était planifié. Ceci dit, il faut bien comprendre que je ne peux pas vous en dire plus, là. On ajoutait des voies dédiées et on me disait qu'il était possible qu'il augmente le budget, mais je ne peux pas vous en dire plus, là. Je n'ai aucun document dans les mains. Ce qu'on comprend, ça va te mettre sous question, ce qu'on peut conclure que le gouvernement souhaite davantage un axe est-ouest pour le tramway qu'un axe nord-sud et en partie est-ouest, mais qu'il n'y aurait plus d'axe nord-sud du tout pour le tramway dans la proposition du gouvernement. C'est exactement ça quant au tramway. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec Isabelle Porter du Devoir. On ne va plus jusqu'à ce qui était appelé, là, selon notre proposition au jour, en tout cas notre considération, on ne va plus dans la banlieue ouest, puis on ne va plus dans la banlieue nord-est. Parce que Destimoville, c'est à Québec. Merci encore. Oui, bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur un point qui a été abordé par M. Genet tout à l'heure. Il a dit qu'ils avaient évalué l'année dernière qu'il y avait 2 ans de décalage entre le projet troisième lien puis le projet tramway pour ce qui est de la réalisation. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Puis peut-être me dire comment est-ce que vous imaginez que ces 2 projets-là pourraient être élaborés de façon parallèle? Est-ce qu'on peut élaborer ces 2 projets-là de façon parallèle? Bien, on est prêt. Et nous, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Mais à l'époque, des rencontres que Dan a eues, c'est qu'il était évident qu'il y avait un décalage de 2 ans par rapport à notre niveau d'avancement. Et notre projet, ASIS, de façon autonome, peut exister. Et de toute façon, il se connectait
avec le troisième lien, parce que la seule hypothèse de connexion qu'on avait, c'était Hauteville et Poule-Saint-Roch. Mais dans la mesure où on sait que le gouvernement Legault souhaite qu'il y ait une première pelletée de terre pour l'un et l'autre avant les élections de 2022, j'imagine que ça se peut pas dans ce cas-là? Écoutez, on n'en a aucune idée. Très bien, merci. Merci. On poursuit avec Stéphanie Martin, Journal de Québec. Bonjour. Est-ce que ça pourrait être envisageable pour vous d'accepter cette proposition du gouvernement qui coupe certaines portions du tramway et la considérer comme une phase 1 de ce projet-là qui pourrait être éventuellement allongé vers Charlesbourg et vers Legendre? Bien, il faut bien comprendre que ça a l'air simple comme ça, mais cette proposition-là ajoute 2 ans de travail au bureau de projet. Ça veut dire qu'on recule l'appel de proposition de 2 ans et on perd probablement les consortiums qu'on a là. Seulement ça, là, ça fait ça. Et voilà. Donc, c'est pas acceptable pour vous qu'une proposition mette en péril le démarrage du projet dans l'échéancier que vous aviez prévu? Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Ça fait déjà 12 ans qu'on travaille sur toutes sortes de projets de transport collectif. Au moment où on est prêt, on nous arrive la semaine dernière avec une nouvelle proposition. Alors, ça fait 6 mois que les consortiums attendent. Nous, on est prêts. Qu'est-ce qui On ne nous a jamais donné de proposition concrète de changement avant celle de la 41e rue, c'est-à-dire en novembre-décembre dernier. On n'a jamais eu de proposition concrète de changement. Mais qu'est-ce qui explique ce changement de direction-là de la part du gouvernement? On s'entendait, vous avez dit, on est parti vers les fêtes, le cœur léger, on avait une entente, puis tout d'un coup, bang, en février, ça va plus. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on vous a dit, bon, finalement, on a repensé à nos affaires pendant le temps des fêtes, puis on a considéré que notre proposition qu'on vous avait faite et que vous avez acceptée n'a plus de bon sens. Voici autre chose? Allez leur poser la question. Parce que le PM a dit qu'on ne voulait pas faire de changement, alors qu'on a eu une entente. On avait une entente. On est parti pour les fêtes, on avait une entente. Le gouvernement visait un décret du Conseil des ministres à la fin janvier. On suivait ce qui se passait avec la loi 67, parce qu'il y avait nos changements dans la loi 67. On s'était dit avant les fêtes que François m'avait dit que les travaux recommenceraient le 5 février, je ne m'abuse, puis que ça devrait bien se passer, puis c'est le cas actuellement. Alors, je ne peux pas parler à leur place, là. Merci. On poursuit avec Louise Boisvert de Radio-Canada. Est-ce que vous avez eu des indications concernant le travail du bureau de projet à ce stade-ci? Est-ce qu'ils vous ont mis sous tutelle ou ils vous ont dit de ralentir la cadence? Est-ce que vous avez eu des informations à cet effet-là? Rien. Rien? Rien. Donc, en ce moment, vous continuez comme si de rien n'était, l'acquisition de terrain, les travaux préparatoires? Ben oui. On nous a donné 600 millions pour le faire. Merci. Merci. On poursuit avec François Bourque du Soleil. Oui, bonjour. J'aimerais ça revenir sur ce qui a fait l'objet de l'entente. Pouvez-vous me décrire plus précisément ce qu'il y en a exactement? On avait accepté de ne plus aller au-delà de la 41e. On amenait une ligne vers Destimoville. Est-ce qu'on la passait par la Canardière ou par... Deux choses différentes. Nous, on a proposé au gouvernement d'aller vers Destimoville. Alors, le gouvernement pouvait ajouter 450 millions pour payer la ligne de tramway entre le pôle Saint-Roch et Destimoville. On pensait que c'était tout à fait correct, étant donné les augmentations de coûts qui étaient acceptées à Montréal pour le REM. Alors, il pouvait ajouter 450 millions, c'était notre proposition, ou d'autre part, il pouvait cesser le tracé à la 41e, parce que le bout où il y a moins de charges, c'est évidemment Charlesbourg, et de cette façon-là, ils économisaient 220 millions. Alors, vous soustrayez le 220 millions d'économie de la ligne de Charlesbourg contre le 450 qui est le coût du tramway entre le pôle Saint-Roch et Destimonville. Ça donne une augmentation de budget de 330 millions, c'est-à-dire 7 230, c'est ce que j'ai dit? 230, excusez-moi, j'ai dit 330 tantôt, c'est 230, c'est ça, excusez-moi. Mais ma question,
ma question était sur la proposition qui a fait l'objet d'une entente. Vous dites, Bon, c'est celle alors, que- s'il n'y avait pas de Destimoville dans la proposition qui a fait l'objet d'entente, il faut bien se comprendre. L'entente, ça a été proposé par le gouvernement. Le gouvernement dit très bien, on va prendre le projet tel qu'il est, mais on va cesser le tracé à la 41e. Nous ferons une économie de 220 millions et nous allons réallouer les 220 millions au reste du projet, probablement à la on parlait de la couronne périphérique ou d'une couronne périphérique améliorée ou de nouvelles voies réservées. C'est là-dessus qu'on s'est entendu. Il n'y avait pas de Destimoville là-dedans. Non, c'était notre entente. Et On puis, restait, en fait, l'idée, c'était de rester à l'intérieur du budget et d'améliorer Mais la déserte vers le nord. C'est ça, puis la desserte vers le nord, est-ce qu'on revenait à la proposition initiale avec des voies dédiées vers le nord? Puis si oui, dans quel corridor on s'était entendu? Bien, à l'époque, on ne s'était pas entendu sur aucun corridor. Ça, c'est bien clair. On avait le nom de notre projet qui coûte, peut-être rappeler, Rémi, notre projet de couronne périphérique. 238 millions. Il y en avait 124 à la charge du RTC. Il y avait un 94 millions qui était déjà inclus, qui était resté dans le budget du RSTC. Et il y avait une portion de 20 millions à peu près pour le ministère des Transports, essentiellement sur des voies réservées sur les autoroutes. Mais il faut bien comprendre que nous, on n'avait pas d'inquiétude. Ce qui était important, c'est qu'on savait où on allait concernant le projet. Donc, on pouvait aller en appel de proposition et conserver nos consortiums. Puis le 220, bien, on leur a dit, nous, on est disponible. Ça aurait été écrit, d'ailleurs, Luc Monti a écrit à son vis-à-vis au MTQ pour lui dire que nous étions totalement disponibles pour travailler avec eux, tout le réseau de voies réservées ou dédiées vers le nord. Merci. On poursuit avec Jonathan. Pardon? Est-ce qu'on peut avoir copie de ces documents-là? De quel document vous parlez? Les documents écrits qui attestent de cette Le espèce de seul convention. document qu'on a, c'est les documents de la rencontre avec les ministères des Transports. Donc, effectivement, il y a un document qui a été une transmission le 3 novembre. Donc, c'était la première rencontre entre les administrations, Ville, Bureau de projet et MTQ. On le voyait très bien sur la chronologie des événements. Et puis, par la suite, il y a eu une transmission là, le 3 décembre de la part du directeur général de la Ville au sous-ministre du MTQ, qui était l'entente. Là. Donc, c'est les deux documents clés. Quelque chose transmis le 3 novembre, au début du processus, et à la toute fin du processus, le 3 décembre, avec l'entente comme telle. Il y avait aussi l'agenda soumis par le ministère Ouais, des bien, Transports. il faut comprendre, si on pouvait remettre la présentation, peut-être dans la chronologie, ça aiderait peut-être à appuyer le propos. Là. Je vais revenir encore. D'accord. Ouais, ici. Donc, vous voyez ici la première date, 3 novembre. Donc, la Ville présente au MTQ des possibilités d'ajustement au projet. On termine le tracé potentiellement à la 41e. On insère une nouvelle ligne de tramway d'Estimouville. On commence les discussions. Le rapport du BAP sort rapidement après. Après le 3 décembre, on transmet essentiellement ce qu'on a appelé l'entente. Hein? L'entente qui était fin de ligne à la 41e. Pas de Destimoville. On réinvestit l'argent essentiellement dans la desserte régionale. Nous avons eu une rencontre entre les administrations Ville, Bureau de projet et MTQ le 15 décembre, où le propos principal de cette rencontre-là était effectivement la transmission du document du 3 décembre, l'entente. On a relancé le MTQ à la fin janvier. Donc, les documents formels transmis ont été essentiellement 3 novembre, 3 décembre, et finalement une relance de la part du directeur général de la Ville le 29 janvier. Merci. On poursuit avec Jonathan Bernard du FM 93. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous expliquer le 2 ans que vous dites que ça prendrait si on y allait avec l'hypothèse la plus sérieuse qui vous a été présentée le plus récemment? Parce que vous dites que vous avez déjà évalué pour vous rendre du côté de Destimoville, donc on retire des portions. Comment vous en arrivez à 2 ans? Il faut comprendre que là, dans le scénario où le tracé débute au pôle d'échange Sainte-Foy et se termine au pôle d'échange Saint-Roch. Donc, déjà au départ, on vient de prendre 2 pôles d'échange qui avaient une notion d'intermodalité
et maintenant, on les transforme en terminus de fin de ligne. Donc, numéro 1, c'est un changement super important. Là, on n'est plus dans une notion de transit à travers un pôle de change. Là, c'est la fin de ligne, il faut repartir dans une autre direction. L'autre élément super important de comprendre, c'est que le centre d'entretien et d'exploitation, le garage, grandeur de 6 terrains de football, on l'a localisé dans un secteur à l'extrémité ouest de la ligne, là où il y avait une disponibilité de terrain. Donc là, de magiquement terminer la fin de ligne au pôle d'échange Sainte-Foy fait que tout le secteur à l'ouest du pôle d'échange Sainte-Foy, qui représente à peu près 5,5 km, disparaît. Donc, retirer du tracé de tramway en soi-même, c'est possible. Mais quand sur cette longueur de tracé-là, vous avez le centre d'entretien et d'exploitation, ça ne tient plus la route. Là, il faut le replacer quelque part d'autre. Pensez replacer le CE entre le pôle d'échange Sainte-Foy et le pôle d'échange Saint-Roch, c'est impossible. Il n'y a tout simplement pas de terrain disponible pour avoir cette fonctionnalité en place. Et puis, de trouver un endroit entre le pôle d'échange Saint-Roch et le pôle d'échange d'Estimoville pour mettre, par exemple, le grand garage. Bien, il faut avoir le terrain disponible de la grandeur nécessaire pour le projet. Donc, quand vous additionnez tous ces éléments-là, on faut trouver un nouvel endroit pour le grand garage du projet. Il faut reconfigurer de façon fondamentale et importante le pôle d'échange Sainte-Foy, le pôle d'échange Saint-Roch. Et après, notez que faire la rédaction d'un appel de proposition, ça nous a pris 1 an à faire cette rédaction-là. On a commencé à la fin février 2020 et on va terminer la semaine prochaine. Donc, quand on arrive, puis tout d'un coup, on prend 22 km de tracé de tramway, puis on le tronque de 50 %, c'est pas juste retirer 50 % du tracé, c'est toute une rédaction contractuelle qui arrive avec ça. Donc, oui, c'est des efforts de conception importants pour s'ajouter, c'est des efforts de rédaction technique, c'est des efforts de rédaction commerciale. L'appel de proposition, c'est 3000 pages de rédaction. Donc, c'est pas simple là, du jour au lendemain de retravailler ça. Et c'est pour ça que quand M. le maire m'a posé la question, j'ai dit un projet qui est à 50 % la grandeur du projet actuel, pour moi, c'est un nouveau projet. Les consortiums qui attendent présentement dans les blocs de départ pour se lancer, eux autres, là, ils n'attendront pas encore 6, 9, 12 mois. Il faut recommencer le processus d'appel de qualification. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, à bas mot, on parle d'un délai de 24 mois. D'autre part, c'est 200 millions de coûts additionnels, comme le vérificateur général l'a dit. Je veux dire aussi que nous supposons que le pôle d'échange à l'ouest deviendrait la station Laurier. Hein? Ce que j'ai compris, mais j'ai rien entre les mains, il se pourrait que la station de départ soit n'importe où entre Laurier et P12. Je n'ai rien dans les mains. Alors, mais le problème quant au CE est le même. Là. Ça ne change absolument rien. Merci. Et parce que les gens pensent qu'on peut couper ici, rajouter là, puis qu'on peut dessiner ça comme ça. C'est pas simple, là, ça ne marche pas comme ça. Et en levant le couvert de la confidentialité, comme vous l'avez dit, croyez-vous vraiment que ça va aider les choses? Parce que, visiblement, le gouvernement ne voulait pas négocier sur la place publique. Pensez-vous que c'est réconciliable à ce stade-ci? Bien, écoutez, on ne peut pas accepter qu'on nous dise qu'on ne travaille pas pour connecter ce 3e lien alors qu'on n'a pas entendu parler depuis 8 mois, puis qu'il était déjà connecté quand nous autres. On ne peut pas accepter de se faire dire que... on n'est pas flexible, puis qu'on n'acceptait aucun changement, alors que c'est faux. On a eu une entente, c'est un changement. Alors, j'étais obligé, je ne vous dis pas tout, là, mais je pense que j'étais obligé de dire ça pour pouvoir faire la mise au point. C'est incontournable. Merci. Merci. On poursuit avec Karine Gagnon, Journal de Québec. Oui, bonjour, M. Labaume, M. Genet également. On a parlé beaucoup de... Donc, ça serait 2 ans de retard avec leur nouvelle hypothèse, là, que ça serait un projet Est-Ouest plutôt qu'un Nord-Sud, les coûts et tout ça. Mais sur les utilisateurs, là, ça aurait quel impact tout ça? Bon, alors là, je vais laisser Dan, mais encore là,
il faut avoir des plans dans les mains pour savoir ce que ça donne, mais il y a un impact extraordinaire chez les utilisateurs d'âne. Je vais commencer par l'ouest du tracé. Hein. Donc, je vais prendre comme scénario, hein, parce que M. le maire l'a bien dit, on n'a rien vu sur papier. Hein. Donc, je vais prendre comme scénario que le début de la ligne à l'ouest est au pôle d'échange Sainte-Foy. Donc, vous pouvez imaginer là, que présentement, on va intercepter les flux de déplacement vraiment à la périphérie de l'agglomération. Donc, les gens qui arrivent de l'extrémité ouest de Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures, MRC Port-Neuf, on vient les intercepter au terminus, au parc au bus incitatif Legendre, co-localisé avec le terminus de fin de ligne de la ligne tramway. Donc, ce flux de circulation, au lieu de se lancer sur Félix Leclerc, sur Charest, essentiellement, on vient l'intercepter. Et la ligne tramway prend son effet là. Imaginez-vous que du jour au lendemain, votre fin de ligne n'est plus à Legendre, mais est rendue au pôle d'échange Sainte-Foy. Toute la desserte de Saint-Augustin, Cap-Rouge, Sainte-Foy-Ouest, MRC Port-Neuf. Les gens de MRC Port-Neuf ne viendront pas au pôle d'échange Sainte-Foy, ça me paraît assez évident. Mais les gens qui sont à Saint-Augustin, Cap-Rouge, Sainte-Foy, Pointe-de-Sainte-Foy, tout ça, s'ils vont vouloir embarquer sur le tramway, il va falloir qu'ils se rendent au pôle d'échange Sainte-Foy. Imaginez la cohue. Puis là, on se retrouve avec un pôle d'échange Sainte-Foy entre Laurier et Hochelaga, qui en plus accepte aussi tous les flux de circulation qui arrivent de la rive sud. Donc, le pôle d'échange Sainte-Foy a été conçu en grande partie, je pense que c'est 2 tiers de l'achalandage vient de la rive sud. L'autre tiers venait de l'ouest de l'agglomération. Là, tout d'un coup, ces gens-là vont se pitcher sur le pôle d'échange Sainte-Foy. Donc, vous voyez juste l'impact. Ça ne tient pas la route, tout simplement. Mais ils ne se rendront pas au pôle Sainte-Foy. Vous savez, les gens oublient que c'est pas seulement le pôle Legendre, c'est pas seulement pour le développement de Chaudière. Il faut juste voir le niveau de navetteurs entre la MRC de Port-Neuf et Québec qui augmente chaque année. Puis je pense, dans les faits, on connaît plein de monde, on connaît tous des gens qui habitent là. Ces gens-là, s'il n'y a pas Legendre, ils seront dans le trafic. On ne peut pas alléger le trafic. Ils s'en iront pas au pôle Sainte-Foy. Ils vont continuer à être dans le trafic. Puis c'est le bout, visiblement, qu'on ne comprend pas quelque part. Je continue avec la même logique, mais à l'extrémité est du tracé. Imaginez-vous, là, présentement, on avait un terminus à Charlesbourg qui venait intercepter sous forme de rabattement ce qui arrivait du nord et du nord-est. Là, on le ramenait à la 41e, ça gérait encore raisonnablement bien. D'arriver tout d'un coup que c'est le pôle d'échange Saint-Roch qui ramasse tout ce qui vient du nord et de l'est. Vous voyez, donc, on prend la circulation, les gens, puis au lieu de les rabattre en banlieue, en périphérie, on les apporte au centre-ville. Donc, ça, 2 démonstrations bien simples là, de ce que ça représente de couper à peu près 5,5 km à l'ouest du pôle d'échange Sainte-Foy, puis de couper à peu près la même distance au nord du pôle d'échange Saint-Roch. Donc, fondamentalement, je reviens à une question un peu plus tôt. Quand on dit pourquoi que ça prend 24 mois pour repartir le projet, c'est parce qu'il faut tout refaire ces analyses-là, refaire la démonstration, planification, réflexion, conception, production de rédaction. Ce n'est pas simple. Et comment un projet peut ne pas passer dans les moelleux du nord au sud? Vous avez dit tout à l'heure, M. Labaume, que le ministre était de bonne foi. Donc, c'est visiblement pas là que ça bloque. Comment vous analysez, vous et au bureau de projet, là, où est-ce que ça bloque, justement? Bien, écoutez, nous, là, moi, mon interlocuteur, il s'appelle François Bonnardel, et j'ai senti tout le long qu'il était de bonne foi. Bon, au-delà de ça, là, nos aides-de-lise veulent les vôtres. Nous, on est la Ville de Québec, on est le bureau de projet. Alors, on n'a pas à échafauder des analyses publiquement sur ce qui s'est passé entre François Bonnardel et le reste du gouvernement.
Moi, je transigeais avec François Bonnardel, c'est le ministre des Transports, puis quant à moi, il a toujours été de bonne foi. Merci. On poursuit avec Olivier Lemieux de Radio-Canada. Oui, bonjour messieurs. Monsieur le maire, plus spécifiquement, moi je veux revenir sur l'entente intervenue entre vous et le gouvernement à la fin 2020. Moi, quand je vous entends dire que vous aviez une entente ou enfin une proposition, que vous avez dit oui, ce que ça me dit, c'est que dans votre tête, vous aviez une entente de principe. Est-ce que c'est comme ça que vous le qualifieriez? Bien, ça ne peut pas être autrement que ça. Parce que c'est quand même gros, là, une entente de principe et un des deux partenaires, pas le moins, le gouvernement qui se retire. C'est ça. OK. Une dernière pour vous. Moi, ces dernières semaines, j'ai été en contact avec le professeur Massicotte qui avait mené l'étude il y a quelques années sur la faisabilité là, technique et financière d'un troisième lien dans l'Est. Et lui, il me disait qu'il ne croyait tout simplement pas à une première pelletée de terre pour un troisième lien de centre-ville à centre-ville avant l'échéance électorale provinciale. De recevoir comme ça, dernièrement, M. le maire, une proposition très étoffée qui change passablement le tracé actuel du tramway. Vous dites que ça repousse de 2 ans le projet. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir là-dedans un souhait de la CAQ de donner du temps un peu au troisième lien pour qu'il chemine et rattrape le tramway? Bien, premièrement, la proposition n'était pas très étoffée. Si elle avait été étoffée, j'aurais des documents. Alors, on m'a transmis des informations verbalement et j'ai vu une carte. Alors, je peux même pas... Si vous me dites qu'elle est étoffée, vous êtes le seul à penser. Moi, je ne suis pas sûr. Et d'autre part, pour le reste, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas discuté de gouvernement depuis 8 mois sur le fond du troisième lien. Nous ne le savons pas. Fait que fondamentalement, comment le gouvernement est passé de l'entente de principe tient plus à on vous lance quelque chose de totalement différent. Vous ne savez pas comment on est passé de l'un à l'autre. Il faudrait leur poser la question. Nous, on avait une entente avec eux. OK, merci. Merci. On poursuit avec Taïeb Moala, Journal de Québec. Oui, bonjour. Je me demandais pour la portion ouest, Monsieur le maire. Au cours des derniers mois, vous avez répété assez souvent que ça, il y a un consensus pour l'ouest, pour le gendre. Est-ce que je comprends que ce n'est que la semaine dernière ou bien il y a quelques jours, on finit par vous dire non, l'ouest, là, ça sera non seulement ça sera pas là, mais ça va être plutôt vers Laurier ou vers P12. Est-ce que pendant toutes les discussions, on vous dit c'est correct, puis on découvre une semaine, il y a 2-3 semaines que ça marche plus? Bien, on a entendu de tout, là. On a entendu de tout. Nous, on a travaillé avant Noël sur 2 propositions concrètes. Une sur Destimoville, puis une qui arrêtait à 41e rue. On a travaillé là-dessus. On n'a pas travaillé sur d'autres propositions. Le reste, il y a des fantômes qui spinent avec vous autres, là. Mais moi, je ne peux pas travailler avec des fantômes qui spinent. Je travaille avec le ministre des Transports. Mais si on exclut les fantômes, donc dans ces discussions-là, on ne discutait pas de l'Ouest, si je comprends bien. Dans votre esprit, c'était réglé. Oui, non, mais vous savez, on est obligé de discuter de toutes les rumeurs, de toutes les humeurs, mais à un moment donné, il faut discuter de choses concrètes. Et nous, on a discuté de 2 propositions concrètes. En sous-question, si vous permettez, est-ce que allez-vous demander l'aide du fédéral et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train, quelque part, de jouer de votre va-tout parce que vous vous dévoilez des négociations sur la place publique? Mais écoutez, dévoiler des négociations, comment ça se fait qu'on a dévoilé que nous ne voulions pas connecter avec le troisième lien et que nous étions fermés à tout changement? Il faut dire, pour nous autres, la vérité comme on l'a vécu. Sur le fédéral, vous n'avez pas répondu, monsieur? Ah, j'ai pas eu de discussion aucunement avec la fédérale. Est-ce que vous allez demander qu'il vous aide dans vos négociations avec le gouvernement du Québec? Écoute, on verra là. Je pense que, de toute façon, le maître d'œuvre, quant à l'organisation financière, c'est le gouvernement du Québec, là. Alors, il faut que ça se règle là, je pense. Merci. Merci. On poursuit avec Gabriel Belland de La Presse. Oui, bonjour à tous. Monsieur Labon, vous avez mentionné qu'on ne ferait pas passer dans le plan gouvernemental le tramway à Limoilou. Pourquoi c'est important pour vous que ça passe à Limoilou, un tramway, et pourquoi vous pensez comment le gouvernement a justifié le fait qu'il ne passerait pas là? Juste pour sauver de l'argent ou il y avait d'autres raisons? Écoutez, je ne le sais pas.
On m'a transmis ça verbalement, on m'a montré une carte sans plus. Je ne peux pas aller bien plus loin. Ça s'est fait, ça gueule. Je ne pouvais pas accepter, ça gueule. Puis il y a une charge importante dans les Limoilou de clients, là. Il y a beaucoup de monde qu'on va chercher, qu'on amène au travail ou pour d'autres activités, et inversement, là. On est dans le centre-ville, là. Et en deuxième question, vous avez mentionné que le bureau de projet continuait de fonctionner. Est-ce qu'à terme, c'est encore la Ville de Québec qui va être promoteur de ce projet-là ou ça va être la MTQ? Écoutez, on n'a aucune indication. Je n'ai eu aucune indication. Personne n'a eu aucune indication. Merci. On poursuit avec François Garrier-Pitch au Radio X. Bonjour, M. le maire, vous allez bien? Pas si mal, oui. Bon, en fait, je suis un peu comme vous, je suis perdu, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire, la desserte d'Estimauville? Parce qu'on abandonne Cap-Rouge, Charlebourg, Limoilou, qui me semble être un non-sens, tout comme vous le pensez. Qu'est-ce qu'on cherche à desservir dans le secteur d'Estimauville? Écoutez, notre raison, nous autres, notre tracé est basé sur la science avec le budget qu'on a. Et pour nous, le tracé basé sur la science avec le budget qu'on a, c'est celui qui va chercher le plus de monde chez eux pour les amener au travail et pour d'autres activités et inversement. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui, il y a l'hôpital, le nouveau centre hospitalier, on le sait, Mais à partir du moment où on est enfermé dans notre budget, puisqu'il n'y a pas le cas de Montréal, on a proposé ce qu'on pouvait proposer pour ce secteur-là. Et entre un trambus et une voie réservée, il y avait peu de changements à l'achalandage. Maintenant, on nous arrive avec un tramway. Un tramway, on aimerait ça d'en avoir dans bien des coins de la ville. Il n'y a pas de souci, là. On sait que c'est utile. C'est juste qu'on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Est-ce que vous avez, en cette question, est-ce qu'il y a déjà un lieu à Sainte-Foy pour le nouveau garage, étant donné qu'il y aura peut-être une relocalisation du garage principal à refaire dans le secteur de Sainte-Foy? Est-ce que P12, ou est-ce qu'il y a quelques terrains vagues est anticipé ou on a... Non, on le saurait. Comme dirait l'autre, ça se saurait. À moins qu'on veuille tout bûcher, le boiser aux alentours de Marly, là. Mais je vais vous annoncer, ça n'arrivera jamais. Merci, M. le maire. Merci. On poursuit avec Marc-André Bouliane de TVA. Bonjour, M. le maire. Il y a le ministre Jean-Yves Duclos qui a déjà précisé que l'argent du fédéral ne sera pas là pour l'éternité. À quel point les tergiversations présentement avec le gouvernement là, provincial, ça pourrait mettre en péril le projet? Surtout l'aide fédérale. Ben, écoutez, n'oubliez pas que cet argent-là vient de Montréal aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Et je répète, là, le gouvernement fédéral a annoncé beaucoup de milliards pour une deuxième phase d'investissement dans le transport collectif qui commence en 25-26, si je ne m'abuse. Et moi, je connais l'appétit de mes collègues maires des grandes villes canadiennes et il n'y a pas suffisamment d'argent actuellement. Et on ne sait jamais, on est peut-être à l'approche d'élections, peut-être que quelque chose pourrait changer, je ne le sais pas. C'est sûr que politiquement, c'est compliqué pour le gouvernement fédéral de laisser l'argent à Québec alors qu'il ne se passe rien. Eux veulent que leur argent amène de la valeur ajoutée, éventuellement de la valeur ajoutée politique aussi. C'est ça la réalité, là. Et d'un autre côté, si le gouvernement du Québec propose son tracé, comme M. Legault le dit, est-ce que vous croyez que le fédéral va embarquer et que l'argent va toujours être là? Je ne le sais pas. Merci. On poursuit avec François Catapan de Métro-Média. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Est-ce qu'un tracé écourté de moitié nécessiterait néanmoins un centre d'entretien? C'est inévitable. Et vous ne voyez aucun endroit pour le placer? Ben, c'est l'endroit qu'on a prévu parce que c'est 6 terrains de football, Dan. Alors, à l'ouest, il n'existe rien comme ça. On voulait à l'époque séparer la poire en deux et avoir 2 garages et en installer un sur la ligne d'Hydro, l'ex-ligne d'Hydro sur le 42e. Vous avez vu l'opposition des citoyens.
On pense qu'ils avaient raison et c'est pour ça qu'on a concentré l'ensemble de l'œuvre à Chaudière, à Legendre. D'accord. Et justement, je question par rapport à Legendre, est-ce que ça remet en question votre intention de faire un développement TOD dans Chaudière? Bien, TOD, ça prend un transport lourd. Alors, pas de transport, pas de TOD. OK. Merci. Merci. Alors, on recommence pour le deuxième et dernier tour et on fera les questions en anglais à la fin. Donc, Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Oui, rebonjour. Donc là, le gouvernement planche sur sa propre proposition. Il va vous la soumettre éventuellement dans quelques semaines, voire quelques mois, on ne le sait pas trop. Est-ce que vous attendez à ce que cette proposition, peut-être finale, soit exactement la même qu'on vous a fait justement récemment? Non, François Bonnardel m'a dit, alors on me dit ça le 11 février, François m'a texté jeudi passé, il me disait qu'il y en avait une autre. Alors, je suis plus sur celle du 11 février, je suis sur une autre. Elle devrait venir. OK, donc, alors, je ne le sais pas. On me parle d'une autre proposition. Alors, moi, verbalement, on m'a fait une proposition le 11. D'ailleurs, ça va être de la bonne nouvelle dont François parlait, là. Probablement qu'il savait qu'on avait une conférence de presse cet après-midi, hein? Alors là, il m'a dit qu'il m'arrivait avec une autre proposition jeudi dernier. On est lundi, il m'a dit ça jeudi dernier, sauf que j'ai dit à François qu'il n'y aura plus de réunion tête-à-tête. Parce que c'est très malsain. Il n'y a pas de témoins. Et ça fait en sorte qu'on se trouve dans une situation où c'est sa parole contre la mienne ou inversement. Alors, on ne pourra plus faire les choses de la même façon parce qu'on avait une entente, ça n'a pas fonctionné. Alors, moi, j'ai été de bonne foi, François a été de bonne foi, mais là, on ne peut plus fonctionner comme ça. Alors, oui, effectivement, on me dit que c'était plus celle du 11 février, qu'il y en aurait une nouvelle. Bon, je ne sais plus quoi vous dire. Peut-être une dernière question. Est-ce que, d'après vous, le ministère des Transports a l'expertise nécessaire à l'interne pour planifier un projet de transport collectif? Oh, écoutez, je m'en dirai pas là-dedans. Je sais que les meilleurs en ville, ils sont tous au bureau de projet. En fait, collectivement. Il y a beaucoup de talents au ministère des Transports, il n'y a pas de doute, là. Mais c'est une expertise très spéciale. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça va prendre du temps. Ça va prendre 2 ans. Merci. On poursuit avec Jean-François Néron du Soleil. Excusez-moi. Oui, me revoici. J'aimerais savoir, M. Labaume, maintenant, on l'a souvent dit, là, et on va revenir d'ici quelques semaines, là, mais est-ce qu'il y a une date butoir pour conserver l'intérêt des consortiums là, qui sont sur la liste de départ? Là, je vais vous dire, au moment où on se parle, ils doivent peut-être ébranler les consortiums. Mettez-vous dans leur peau, là. Il y a d'autres projets ailleurs au pays, là. Et ils vont probablement, ils ont avantage, eux, corporativement, de tenter de soumettre des propositions pour des projets qui sont sûrs, plus sûrs. Alors, inutile de vous dire que depuis la semaine dernière, ça doit se compliquer pour eux autres. Dan, t'es survu, toi? On n'a pas parlé au consortium depuis à peu près 2 semaines, mais typiquement dans l'industrie, lorsque vous avez complété le processus d'appel de qualification, le processus d'appel de proposition est initié dans les semaines qui suivent, genre 2 à 4 semaines. Là, on est rendu à plus de 6 mois. Donc, vous imaginez, vous êtes un consortium qui est dans les blocs de départ depuis 6 mois à attendre. Donc, il y en a d'autres projets à l'échelle canadienne, et puis c'est un peu le défi qu'on a. C'est pas une science exacte, hein, nécessairement, comme M. le maire l'a mentionné, mais on sent certainement des inquiétudes grandissantes de leur côté. Lorsqu'on les rencontre, ils expriment ces préoccupations-là à chaque fois. C'est clair. Et il y a du mouvement, vous savez, bon, il y a la fusion Bombardier-Alstom, il y a toutes sortes d'éléments là-dedans. On ne t'entend plus, Jean-François. Excusez-moi, oui. Puis en sous-question, le départ de la ligne du Nord, mettons que la proposition est acceptée pour le 41e rue, ça change quand même les plans pour le développement de la ville parce que
vous aviez prévu dans les lignes d'hydro, dans ce coin-là, de faire du résidentiel. Donc, à quel point ça changerait les plans de développement résidentiel? À partir de la 41e rue, ce qu'on travaille avec les comités citoyens, c'est les terrains qui longent la 41e, entre la 41e et, par exemple, les Galeries Charlebourg. Or, ça change peu de choses. Il y a quand même des terrains que les citoyens souhaitaient voir développer au niveau résidentiel, mais pas pour pouvoir accueillir c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait un pôle d'échange, là, veut pas. Alors oui, ça change des choses, mais bon, si vous me demandez s'il ne sera pas possible de construire là, on verra là. Merci. Il faut comprendre que pour nous autres, c'est faisable. Là. Ça, c'est le bout qui était faisable. Parce qu'on avait quand même l'intégrité entre le Gendre et la 41e. Merci. On poursuit avec Isabelle Porter du Devoir. Oui, bonjour à nouveau. Je voudrais qu'on parle du bureau de projet. Pouvez-vous nous rappeler à peu près combien de personnes y travaillent en ce moment? Donc, présentement, il y a 104 personnes, pour être précis, qui travaillent dans le bureau de projet à 100% de leur temps. Ça, c'est environ 80 personnes qui travaillent directement dans le bureau de projet, puis un autre 24 personnes qui travaillent dans des services partenaires de la Ville, notamment au service de l'ingénierie et au service du développement économique qui fait les acquisitions pour nous. Mais quand on parle d'un bureau de projet, ça, c'est des employés proprement dit de la Ville de Québec et du RTC, mais vous avez aussi les consultants maîtres que sont les gens de ces Sistra et Traminov, qui eux autres travaillent à distance. Donc, c'est au total 104 personnes directement impliquées dans le bureau de projet, plus une douzaine de ressources principales de nos consultants maîtres. Ça, c'est des gens qui travaillent présentement sur le projet. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens-là, avec le projet qui est virtuellement en tutelle? Là? Ils attendent? Il y en a qui cherchent des jobs ailleurs? Est-ce que vous allez éventuellement, je ne sais pas, moi, mettre du monde dehors? Là? Parce que si la conception se fait du côté du ministère des Transports, là, comment ça va marcher? Premièrement, il n'y a pas personne qui a mentionné une notion de virtuellement en tutelle. Le bureau de projet continue son travail. On est présentement à terminer la rédaction technique et la rédaction commerciale pour l'appel de proposition qu'on souhaite compléter essentiellement d'ici le milieu du mois de mars. S'il y a des changements qui s'imposent par les discussions, les ententes entre la Ville et le gouvernement, ça va générer du nouveau travail de conception, du nouveau travail de rédaction. Et on continue à faire toutes les démarches à l'égard des travaux préparatoires et des acquisitions. Donc, il n'y a absolument personne dans les 104 personnes dans le bureau de projet qui est assis à rien faire présentement, tout au contraire. Je vous inviterai à venir visiter le bureau de projet en mode virtuel. Avec plaisir. Merci. On poursuit avec Stéphanie Martin, du Journal de Québec. Bonjour. J'essaie de comprendre pourquoi on en est là en février 2021, alors que M. Genet, vous nous avez présenté les changements au projet en juin 2020, que les consortiums n'étaient même pas choisis. À ce moment-là, ils ont été choisis durant l'été. Qu'est-ce qui fait là, que le gouvernement a pris tout ce temps avant de dire, bon, finalement, ça ne fonctionne pas, on aimerait changer le projet? Mais comprenez que le refus, le retour le changement de décision sur l'entente qu'on a eue concernant la 40e rue, ça date de quelques jours, là. Hein? Alors, nous autres, on travaillait fort, on s'est entendu sur celle-là, on est parti pour la fête en disant que tout était aligné, on s'attendait à un décret du Conseil ministre fin janvier, la reprise des travaux en commission parlementaire le 5 février sur 67. Alors, nous autres, on était alignés, tout alignés. Alors, le reste, c'est pas nous autres à poser la question, là. Et vous n'avez pas, dès le mois de juin, envoyé un petit signal d'alerte en disant, bon, là, non, ça ne marche pas votre affaire, là, on n'ira pas de l'avant comme ça, il faut dès maintenant s'attabler, commencer à vérifier d'autres possibilités, non? Mais à part les rumeurs, là, on n'a pas eu de demande de changement, là. Voyez-vous, vous avez, des fantômes qui vous parlent, là, mais nous autres, là, officiellement, on continue notre travail. Et ces changements-là, ils sont arrivés, demande de changement, novembre, hein?
Alors, on nous a demandé si on ne pouvait pas changer. On leur a proposé d'Estimoville. Pas longtemps après, on a proposé 41e rue. Il n'y a personne qui nous a dit, à part les rumeurs, qu'il fallait changer les choses, là. Hein? Le rapport du BAP, ça correspond. Moi, je pense que le rapport du BAP, tout a été dit là-dessus. Là. Je pense que ce n'est pas un élément important et probant dans tout ça. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire. Là, tout à coup, on parle du rapport du BAP, mais ça fait quelques mois, même le gouvernement, on n'en parlait plus. Bon, je pense que c'est utile de dire qu'il était désastreux, mais c'est drôle. Moi, il n'y a personne qui m'a dit dans les derniers mois qu'il était désastreux. Au contraire, on était pas mal d'accord avec nous autres. Merci. On poursuit avec Louise Boisvert de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous l'avez dit, M. le maire, parce que vous avez dit beaucoup de choses quand même depuis la dernière heure, mais comment leur tracé qu'ils vous ont proposé dans les derniers jours va bien desservir les banlieues? Bien, écoutez, madame, je me pose la même question. On va ajouter des voies dédiées ou réservées. Hein? Je ne peux pas vous en parler, j'ai vu ça sur une carte. Mais c'est parce que la proposition du 11 février, on m'a dit que c'était plus celle-là qui tenait. Ce serait une nouvelle. Alors, vous me demandez comment ça va finir. De leur côté, je ne sais pas. J'avais besoin de 2 petites précisions. Vous avez dit que vous avez commencé à négocier avant le dépôt du rapport du BAP. Donc, le gouvernement vous avait donné une indication que le BAP, ça n'allait pas donner ce que vous pensiez, là. Je pense que c'est important de comprendre, c'est qu'à travers tout le processus de la dernière année, hein, M. le maire répondait à une question sur ce qui s'est passé en mai, en juin. Tu sais, en mai, en juin, avant qu'on fasse toutes les annonces de changement de portée à l'égard du projet, on a pris la peine de les travailler et de les présenter au MTQ. Et on a soumis les documentations nécessaires au MTQ fin mai, début du mois de juin. Après, nécessairement, est arrivé le travail alentour du BAP. Donc, on a continué à raffiner, à travailler avec ces gens-là. Puis l'étude d'achalandage aussi, on est venu faire le point sur la situation. Donc, on a toujours travaillé avec le MTQ. On a toujours été très transparent dans nos démarches en cours de route. On a indiqué les choses qui se passaient. Et finalement, au début du mois de novembre, plus précisément le 3 novembre, le MTQ a souhaité nous rencontrer. Et j'avais fait allusion à cette rencontre-là lors du briefing technique post-sortie du rapport du BAP le 11 novembre. Donc, le MTQ souhaitait nous rencontrer pour, entre autres, partager les résultats préliminaires de leur étude d'achalandage sous forme d'une présentation. On n'a jamais eu de rapport comme tel. Ils voulaient aussi nous partager la perspective critique qu'ils avaient apportée sur le projet à travers l'embauche d'un expert consultant français. Et par la même occasion, nous autres, on avait fait le point sur le projet comme tel. Donc, le 3 novembre, on était dans un mode de partage, de collaboration, d'expliquer pourquoi, qu'entre autres, le secteur chaudière était important, pourquoi que faire la fin de ligne à la 41e, c'était possible, pourquoi aller à Destimoville, ça faisait du sens. Donc, la rencontre du 3 novembre était une rencontre de partage. Quand le rapport du BAP est sorti la semaine d'ensuite, on a réagi au rapport du BAP, qui n'apportait aucune solution pragmatique à la situation, d'aucune façon. Et à ce moment-là, il y a eu les discussions qui ont commencé entre M. le maire et M. Bonardel. Et moi, mon rôle comme directeur de projet, c'est d'outiller les décideurs pour qu'ils prennent des décisions. Moi, je travaille avec des faits et seulement des faits. Et on a eu des rencontres, nous, avec les gens du cabinet du premier ministre. On en a eu quelques-unes. Mais au-delà de nous dire qu'il faudrait probablement faire des changements ou qu'il faudrait qu'on travaille ensemble, on n'a jamais eu de proposition concrète. Rien. Alors, nous autres, on ne peut pas dire oui, on change les affaires quand on ne sait pas concrètement ce qu'on nous demande. Alors que certains nous disent qu'il faudrait faire des changements, bon, ben soit. Mais la première proposition concrète de changement venant du gouvernement est venue à la fin novembre. Tu sais, il y a du monde qui nous ont dit au bureau du PM, il faudrait changer les affaires, il faudrait qu'on travaille ensemble, etc., etc. Mais personne
nous a dit quel changement il voulait. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on apprend des fantômes qui vous parlent ou de certains politiciens qui étaient moins à l'aise avec un secteur ou l'autre, mais on n'a jamais rien eu de concret. Alors qu'on nous dise qu'on voudrait peut-être faire des changements, qu'il faudrait changer ça, etc., etc. Oui, mais vous voulez quoi? Alors, tu sais, on ne peut pas accepter de faire des changements quand on ne sait pas ce qu'ils veulent. Quand on nous dit qu'on veut aller donner plus de services dans les banlieues, ben c'est ce qu'on a fait avec la couronne périphérique. On a un tramway qui s'en va à l'ouest jusqu'à Cap-Rouge, qui s'en va à l'est jusqu'à Charlebourg. On a une couronne périphérique, on a du transport à la demande, etc., etc., etc. C'est ça notre réponse à nous autres. Alors qu'on dise qu'il faut changer des choses au projet, on n'a jamais eu de concret à part ce qui est arrivé en novembre. Et d'ailleurs, c'est nous qui se sommes avancés pour proposer un changement pour Destimoville. Alors qu'on veuille des changements, qu'on veuille changer les affaires, tu sais, on l'a entendu, celle-là, mais quoi? Tu sais, ils m'avaient demandé pendant des mois qu'est-ce qu'ils veulent. Je ne le savais pas. Il faut changer les affaires, ceci, cela, on n'aime pas l'Ouest, tout ça. C'est parce qu'on n'a jamais eu de projet de concret. Alors là, j'ai eu, moi, un projet qu'on m'a donné verbalement le 11 février dernier. Je n'ai pas de document. Puis on m'annonce que si c'est plus celui-là, ça va être un autre. Alors nous autres, on continue à faire notre travail. On essaie d'être intègre là-dedans, puis d'être rigoureux, puis d'être professionnel. C'est sur les souhaits de certains qu'il faut changer, sur les rumeurs. On ne travaille pas de même, il faut être sérieux. Alors oui, on a eu des rencontres. Oui, on a eu des rencontres. Mais je ne peux pas vous parler d'une proposition concrète qui nous a été faite. Alors, nous autres, il faut continuer d'être rigoureux pendant ce temps-là. On gère des millions, puis on a des consortiums qui attendent, etc., etc. Là, alors, on a eu une proposition en novembre dernier qui était la proposition de la 41e rue du gouvernement. D'accord. Merci. Merci. On poursuit avec François Bourg du Soleil. Oui, j'ai compris que vous n'aviez pas eu de document écrit lors de la rencontre du 11 février. J'ai compris que ce ne sera pas cette proposition-là qui va vous être faite dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en 11 février, ça ne fait pas si longtemps. Je vais faire appel à votre mémoire. Vous l'avez vu, la carte. Moi, il me semble que si on me montrait une carte comme ça, je me souviendrais où passe la ligne. Vous essayez de la refaire, le trajet de ce qu'il y avait là-dessus. Je comprends que ça part à Pidouze, peut-être, ou Paul-Sainte-Foy, on ne sait pas. Ensuite, est-ce que ça passe en Haute-Ville ou en Basse-Ville? Non, ben, c'est ce que je vous ai dit. Ça part de Sainte-Foy quelque part entre Pidouze puis le pôle Sainte-Foy, le pôle Laurier. Ça s'en va, ça garde le même trajet, ça s'en va jusqu'au pôle Saint-Roch. Puis à partir de Saint-Roch, ça s'en va à Destimoville. Il n'y a plus de Limoilou et plus de Charlebourg. Il y a du Limoilou, mais il n'y a pas du Limoilou vers le nord. Il y a Limoilou par la Canardière, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, il n'y a plus de nord-sud, là. Ah oui, je comprends bien. Non, c'est parce que dans le scénario précédent, il y avait du Destimoville, mais en passant par Charest. Donc, c'était pas ça, le 11 février. Ça, là, pour Destimoville, là, par où il passait, ça, je ne peux pas vous le dire. Si j'avais eu 15 minutes pour la regarder, la carte, bien précisément, j'aurais pu, mais c'est pas arrivé. Le cellulaire? Non, justement, là, si on ne fait pas ça, là. François, franchement. Vous ne feriez pas un bon journaliste? Oui, mais justement, je ne suis pas journaliste, là. Je ne peux pas garantir la confidentialité en prenant des photos. Là, alors, c'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Mais ce qui est spécial, c'est que le 11, on m'a montré ça à la fin de l'après-midi, puis 24 heures après, le premier ministre disait que j'étais intolérant. T'sais. Honnêtement, c'est spécial. Merci. On poursuit avec Jonathan Bernard du FM 93. Bonjour à vous. Très rapidement, quelle est votre posture pour la suite des choses? Est-ce que vous êtes ouvert à ce que le gouvernement vous présentera ou actuellement vous en êtes au stade où c'est le projet comme on s'est entendu le 15 décembre et c'est tout? Non, mais écoutez, on est ouvert. La base de ça, c'est qu'on ne peut pas retarder de 2 ans. Ça va coûter plus cher. Il va falloir commencer les études environnementales. Il va falloir que le bureau de travail travaille très fort puis recommence son travail. Puis
Puis visiblement, on a des grosses chances de perdre nos consortiums parce qu'on n'a pas le même projet. Alors, il faut que ce soit basé sur le fait qu'on puisse aller en appel de proposition, puis qu'on puisse sauvegarder nos consortiums. Nous autres, il faut que ce soit basé sur cette base-là. Sinon, on est reparti pour comme en 40, là, tu sais. Alors, c'est ça la base. Pouvoir partir de l'appel de proposition, pouvoir conserver nos consortiums. S'il y a des changements à faire qui ont du bon sens, mais qui ne remettent pas la moitié du tracé en question, il y a des... Si les changements qui ont du bon sens, on n'a jamais dit non à ça parce qu'il n'y a jamais eu de proposition concrète, comprenez-vous? Tu sais, répondre à des rumeurs, c'est pas notre métier, nous autres, là. C'est pas le métier du bureau de projet, là, tu sais. Nous, on dit, ce qu'on dit au gouvernement, c'est reprenons les deux propositions qu'on s'est faites un et l'autre en novembre et décembre dernier, c'est-à-dire d'Estimauville, avec le tracé dans son intégralité. On va vers d'Estimauville, ou le tracé, on arrête à 41e, puis on s'en va vers d'Estimauville. Ça, là, ce qu'on a proposé, c'était une augmentation de 7 % du budget. Montréal, il en doit à 36 %. On pensait que c'était fair. On pensait. Et on dit au gouvernement, ce sur quoi on s'est entendu, revenons à ça. Si on s'est entendu, c'est parce qu'il devait y avoir une raison logique à ça. Alors, reconsidérons. Il faut reconsidérer ça, puis entendons-nous. Parce qu'on n'a jamais eu de proposition concrète avant ça. Alors, de vouloir charcuter le projet, le virer à l'envers, tu sais, pourquoi ça arrive subitement tout d'un coup, là? C'est le bout qu'on ne comprend pas, nous autres, là. Parce que les deux propositions qu'on avait sur la table, il y avait du bon sens, il était logique. Puis, je vous rappelle, là, les dessertes vers le nord, voie réservée, voie dédiée, avec la proposition 41e, on ajoutait 220 millions là-dessus. C'est qu'on trouvait que ça avait du bon sens, nous autres. Ça avait du bon sens. Il était d'accord parce qu'il essayait d'avoir du bon sens parce qu'il était d'accord. Ce qui s'est passé entre ce moment-là et 11 février ou un peu avant, je ne peux pas vous le dire, là. Je pense que c'est politique, tant qu'à moi, là. Mais je ne peux pas vous le dire parce que nous autres, c'était une proposition qui était logique, qui était faisable, qui était organisable avec le bureau de projet. Mais là, charcuter à moitié du tracé pour recommencer, voyons donc, c'est fini, on est reparti pour 2 ans. On est ouvert, on l'était. Tu sais, on a été ouvert, là. On a accepté leur proposition. Qu'on ne dise pas qu'on n'est pas ouvert, on a accepté leur proposition. On en a fait une, nous autres, même, justement sur d'Estimauville, justement. Est-ce que ça va, Jonathan? Oui, ça va. Oui, merci. Alors, on poursuit Karine Gagnon du Journal de Québec. Oui, M. Labaume, la proposition là, du 11 février, là, le gouvernement, il vous donne quelle justification pour justifier là, qu'on on passe plus par le Gendre, on passe plus dans une partie de Limoilou, puis on passe plus à Charlebourg. Qu'est-ce qui, avec le temps? Ma compréhension, c'est que c'est ce que voudraient les élus de Québec, là. Je peux pas. C'est ce que j'ai compris, c'est que les élus de Québec voulaient celle-là. Et vous ne savez pas pourquoi ils voulaient celle-là? Oh, je vous laisse travailler ça, là. Je peux m'avoir mon idée, mais moi, c'est pas mon métier, là. OK. Si on y va comme ça, là, en charcutant finalement la moitié du tracé du tramway, est-ce que ça ne va pas dans le sens contraire de ce que, en tout cas, de ce qu'on nous explique depuis le début, là, avec le principe du réseau structurant de sa colonne vertébrale qui doit être attractive? Ça serait quoi l'impact de ça? L'impact, c'est les bases scientifiques qui fait qu'on va chercher le maximum de monde pour les amener au maximum de lieux. C'est assez simple. La science a dit comment faire en sorte de créer une première épine dorsale pour aller chercher un maximum de clients chez eux puis les amener quelque part. Alors, le tracé qu'on a, là, c'est optimisé. Il n'y a rien de mieux que ça actuellement avec le budget qu'on a. Il n'y a rien qui peut faire la job plus que ça. Et ça a été approuvé par des experts. C'est basé sur la science. Il n'y a rien de meilleur actuellement avec le budget qu'on a que le tracé qu'on a là. Et, d'autre part, c'est toujours le principe qu'on crée une épine dorsale. Puis il va y avoir d'autres phases. Tu sais. Alors, ça, c'est la science. Le reste, ben, c'est de la politique. Merci.
On poursuit avec Olivier Lemieux de Radio-Canada. Olivier? Ça fait 1h30, hein, passant, là, qu'on est là-dedans. Il nous en reste quelques-uns. Les gars n'ont plus de batterie ici. Là. Olivier, une fois, deux fois, trois fois, on va poursuivre avec Tayeb. Oui. Vous nous parlez de ce qui s'est dit les 6 derniers mois. Ça prend du temps pour qu'on comprenne, nous. Je vous comprends, même nous autres, c'est pas clair. Fait que, bonne chance. Oui. Dites-moi, dans la proposition d'arrêter à la 41e rue, vous avez dit les 200 millions, les 220 millions, le gouvernement les prendrait d'après votre compréhension, pour des voies dédiées. Est-ce que je comprends? Ça restait à déterminer, OK? Mais il était prévu de réallouer des sommes pour des voies dédiées, réservées, couronne périphérique. C'était pas clair, mais c'était pas grave, ça. C'était pas grave parce que pour nous autres, il n'y avait pas de souci pour ça. Si on était pour investir dans la couronne périphérique ou pour des voies, et on leur a dit d'ailleurs, nous autres, on leur a écrit, Luc a écrit au ministère en leur disant, écoutez, on a un projet de couronne périphérique, si vous voulez réallouer 220 millions, on va travailler ensemble, on va faire en sorte que tout le monde soit heureux avec ces voies-là. C'était même pas compliqué. C'est davantage pour des bus, si je comprends bien. Oui, on parlait de voies réservées, dédiées pour des bus, ouais. D'accord. Au sein de l'UMQ, au cours des dernières années, vous avez souvent répété le mot autonomie municipale, gouvernement de proximité. Avez-vous l'impression aujourd'hui de redevenir des créatures du gouvernement du Québec? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Oui, parce que là, c'est le gouvernement qui arrive et qui dit « je vais proposer mon propre tracé, projet pratiquement ». Ça change la donne, j'imagine? Je pense que oui. OK. Est-ce que je peux une petite dernière? Vous avez dit la semaine dernière, vite, que vous n'aviez pas de document écrit. Mais en décembre, il y a bien eu comme une espèce d'accord de principe à ce moment-là. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'était dans vos SMS avec M. Bonnardel? François Bonnardel et moi, on s'est entendus. Ensuite, le bureau de projet a travaillé avec le ministère. Ils ont eu une rencontre là-dessus au minimum, puis on s'est échangé des documents écrits. Donc, qui vous confirme que c'est une entente de principe et que c'est juste du temps pour l'annoncer en janvier, puis ça va aller? Bon, on était tous alignés, on est partis pour les fêtes, puis c'était ça. OK. Puis quelque part, il y a eu un truc politique, là, c'est ça que vous dites? Non, j'ai rien dit. Quelque part, il y a eu un changement de décision. Ben, vous avez dit c'est politique aussi. Il y a dû y avoir quelque chose de politique, je ne sais pas, là. Ça. Vous avez parlé des députés de Québec. J'imagine que vous ne faites pas référence à ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit que les députés de Québec étaient plus heureux avec ce qu'on m'a présenté le 11. Donc, les députés de la CAQ, évidemment. Bien là, normalement, ils ne réfèrent pas à Québec solidaire. Hein, à moins que j'ai mal entendu, là, c'est bien possible. Merci. On poursuit avec Merci, Tayeb. On poursuit avec Gabriel Bénin de la presse. Non, c'est beau pour moi, Tayeb, la première question. Merci. Merci. François Garriépi, sur Radio X. Juste un petit éclaircissement, M. Labaume. En négociant sur la place publique aujourd'hui, comme vous le faites, on a un peu l'impression d'assister à un choc des titans. Vous avez décrit la réaction de M. Legault tout à l'heure de spécial. Spécial, c'est un terme quand même assez générique, là. Est-ce que vous pourriez développer? Est-ce que vous vouliez dire étonnant? Ce qui est spécial, c'est qu'à la fin de l'après-midi, le 11, on arrive avec une proposition verbale, puis 24 heures plus tard, on se fait dire qu'on est intolérant. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça spécial, hein? Puis en passant, bon, c'est probablement ce qu'on vous spin actuellement, là. Ils négocient à la place publique. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas le choix, là. Faut bien qu'ils répliquent à ça. On ne négocie pas sur la place publique. On n'a jamais négocié sur la place publique. Je vous l'ai dit tant et tant, je vous l'ai répété. Ça me fatiguait, puis ça vous fatiguait que je ne vous en parle pas. Alors, on est extrêmement confidentiel, mais là, il y a des limites, là, tu sais. On ne peut pas se faire accuser de ça, là. Donc, vous mettez carte sur table aujourd'hui avec... dans le fond, le désir de régler tout ça le plus rapidement. Non, on avait, je pense qu'une mise au point était nécessaire, tout simplement. Bonne journée, M. Labaume. Merci. Merci. Marc-André Boulian de TVA. C'est bon pour moi, merci. Merci. François Catapan, Métro Média. Même chose, ça va pour moi, merci beaucoup. Et on termine avec les questions en anglais. Sean Gordon de CBC. Good afternoon, Mr. Mayor. You've been working on this project for a long time. What was it like for you to have the Premier come out and say, we're taking this over, we're going to do our own thing now? Well, I will not comment on that because, the Premier is the Premier. So we've been surprised because 24 hours before, we had a new proposal that has been transmitted verbally to us.
So we couldn't give any answer on that. And 24 hours after that, we've been told that we were close to any changes, which was not the case, and that we were close to organize the link with this project, which is a third link, so that wasn't the case. That's it. How does this move forward now? I don't know. We had this proposal last, February 11. So I've been told by François Bonnardel last Thursday, text me, that one wouldn't be the good one. We would have a new one. So when and where, I don't know. So this is where we are. What happens next in your view? Like, is it even possible for the timeline to continue? What's the next step here? Excuse me, can you repeat that one? We're losing you. What is the next step? Is there any hope at all of maintaining the timeline in your view? What Well, I happens now? think the discussion, the channel is still open with François Bonnardel. So far, the guy has been very fair with me, so, I think he's a liable person. Thank you, sir. Thank you. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin au point de presse. Bonne journée. Merci.